Très bien. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, là, on continue notre découverte, notre étude, notre réflexion sur des thèmes de la famille, le couple et les enfants. En l'occurrence, on va voir que c'est un sujet qui touche un peu les deux. Et je vais vous expliquer un petit peu. Alors, le titre de la réflexion, on l'a appelé cette réflexion, on l'a appelé le dilemme Trump. Le dilemme Trump, la sincérité versus la pédagogie. Alors, je vais expliquer pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça. Je vais d'abord raconter une petite histoire pour introduire notre propos. Ensuite, comme on le verra, je vais vous montrer une toute petite courte vidéo très connue qui à nouveau introduira notre propos et ensuite on essaiera de développer un petit peu les textes du Talmud et d'ailleurs qui traitent de cette problématique. La petite histoire, c'est l'histoire d'un enfant. Un enfant qui écrit une lettre à son directeur. C'est un directeur un peu spécial, d'une école un peu spéciale. Donc une école qui réunit tous les enfants qui sont sortis du cadre scolaire, qui ont décroché du cadre scolaire. Les enfants donc qui étaient un peu spéciaux, qui n'arrivaient pas à rentrer dans les cases de l'école. Et donc ces enfants-là, ils avaient une adresse en Israël, on parle en Israël, d'une yeshiva, d'une école comme ça pour tous les enfants qu'aujourd'hui on appellerait des enfants à problème. Mais en fin de compte, tous les enfants qui avaient besoin d'une éducation qui sortait un peu des clous, pas quelque chose de classique. Ils avaient besoin de plus d'attention, de quelque chose d'autre. Et donc cet enfant écrit une lettre à son directeur. Vous imaginez bien que dans une école pareille, eh ben, le directeur est énormément en contact avec les parents des enfants, parce que c'est justement cette jonction, cette suite logique de l'éducation entre l'école et la maison qui permettra à un enfant de retrouver un petit peu son bien-être. Et donc l'enfant écrit au directeur de l'école. Il lui dit: Cher Rav, depuis que je suis rentré chez vous, je retrouve un petit peu de croyance, de confiance envers les adultes. Je vois qu'en fin de compte, les adultes ne cherchent pas C'est la merde, hein, ça marche pas.
Attention. Voilà, désolé, j'ai eu un petit souci informatique. J'ai l'impression que c'est un repris. On a perdu quelques-uns en attendant. Désolé. Très bien. Voilà, ça reprend. Voilà. On reprend. Alors, nous étions en train de raconter l'histoire de cet enfant qui écrit une lettre à son maître, lui disant combien est-ce qu'il est heureux d'avoir intégré cette école. Il est très content. Il dit, il s'est rendu compte clairement que chez lui à la maison, eh ben, il sent qu'il y a un changement qui est opéré. Il vient, il dit, mais tu dois sûrement t'attendre, donc il parle à nouveau à son rêve. Cet enfant, encore une fois, un enfant à problème, qui a changé d'établissement plusieurs fois, qui se retrouve dans une école où il est enfin reçu tel qu'il est, tel qu'on aime bien, etc. Et donc cet enfant, il est tout content d'avoir été apprécié par ses maîtres, par une nouvelle chance. Il a donc aussi une nouvelle chance vis-à-vis de. Et donc il parle à son Rav en lui disant, cher Rav, voilà, mes parents, euh, mes parents, ils ont, euh, ils ont reçu aussi ils ont reçu aussi il semblerait des discussions avec toi. Je sens que tu as une influence sur eux et tu penses sûrement que je vais te dire merci d'avoir une influence sur eux. Mais sache que ce n'est pas l'objectif. Je ne compte pas te dire merci. Je compte même te demander, cher Rav, d'arrêter de parler à mes parents. D'arrêter surtout de leur dire à mes parents que mes chers parents me disent, mon fils, je t'aime. Il faut impérativement que tu arrêtes. Il faut impérativement que tu arrêtes de leur dire, mon fils, je t'aime. De leur dire qu'ils me disent, mon fils, je t'aime. Il faut impérativement que tu arrêtes de leur demander de me dire certaines choses, de me parler. Et bien, tu vas te demander, mais attends, d'où tu sais, encore une fois, c'est l'élève qui parle à son Rav. Et si tu me demandes, cher Rav, d'où je sais que c'est toi qui leur parles, pour la simple et bonne raison, que lorsque j'entends mes parents me parler, lorsque j'entends mes parents me dire, mon fils, je t'aime, mon fils, tu es intelligent, mon fils, on est fier de toi, mon fils, tu es beau même parfois, eh bien, ils le disent
avec la même intonation que lorsqu'ils me disent « Mon fils, passe-moi le sel. Mon fils, tu es beau. Mon fils, tes lacets sont défaits. Mon fils, tu es intelligent. » La même intonation. Et donc, l'élève de dire « J'ai l'impression que tu leur as donné une liste de choses à dire, de choses à faire, et que mes chers parents, respectueux de ce maître, respectueux du directeur d'école de leur enfant, eh ben, forcément, ils s'exécutent et ils font exactement tout ce qu'on leur demande de faire. On a lu un livre sur l'éducation qui nous dit que par exemple, ouais, qui nous disent qu'il faut impérativement passer du temps avec son enfant. Alors, du coup, on va passer du temps avec son enfant, mais on n'a pas tellement les nerfs, donc du coup, on ziote, on louche sur le portable. On a entendu un cours dans lequel on nous a dit ah, tu sais, c'est très important de dire à un enfant au moins une fois par jour un compliment. Ah, alors d'accord, alors je vais faire un compliment. J'ai du mal, je trouve. Et on a dit qu'il faut faire faut avoir une connexion physique avec son enfant, un petit bisou, une petite caresse. Alors du coup, on va le faire, mais il n'y a rien de tout ça qui est naturel pour certains, malheureusement. Et là, la question qui se pose, c'est lorsque ça n'est pas naturel, et c'est là qu'on s'est posé, c'est tout le titre. C'est sincérité, ou le titre, c'est sincérité, ou le titre de notre étude, c'est sincérité ou pédagogie. Le Rav, il me demande, d'un point de vue pédagogique, de faire telle ou telle chose, mais mon cœur n'y est pas, je n'y arrive pas. Encore, je vais peut-être y arriver. Est-ce que du coup, du fait que le Rav m'a demandé de le faire, pédagogiquement parlant, c'est intéressant. Pédagogiquement parlant, c'est ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que du coup, eh ben, c'est ça que je dois faire, quitte même à être un peu hypocrite, ou quitte même à manquer de sincérité, ou est-ce que le plus important, c'est la sincérité? Voilà la question qu'on va essayer de se poser ce soir. Alors cette question, moi, je l'ai appelée le dilemme de Trump, parce qu'on m'a envoyé, alors c'est intéressant parce qu'on m'a envoyé un texte lors de la défaite de Trump. On m'a envoyé un texte que je vais vous lire, qui est intéressant. Les Français, par exemple, tout le monde appelle Trump, ils l'appellent le clown. Tout le monde l'appelle le clown. Et du coup, il y a un Américain, bon, qui est pro-Trump, bien entendu, mais qui a fait la liste du nombre de choses, alors un Américain un peu pro-israélien, pro-juif, qui a fait une liste des choses que ce grand homme, ce président a fait. Le clown de la Maison-Blanche vient de négocier 4 accords de paix au Moyen-Orient. Quelque chose que 71 ans d'intervention politique et une guerre sans fin n'a pas produit. Le clown de la Maison-Blanche est le premier président qui n'a pas impliqué les États-Unis dans une guerre à l'étranger depuis Eisenhower. Le clown de la Maison-Blanche a eu le plus grand impact sur l'économie, a apporté des emplois et a baissé le chômage des Noirs et des Latinos causé par notre président. Le clown de la Maison-Blanche a exposé la corruption profonde, généralisée et à long terme dans la FBI, la CIA, la NSA et les partis républicains et démocrates, etc., etc. Toute une liste, il y a une quinzaine de grandes réussites de ce président de la République qui est décrié par beaucoup. Et pour beaucoup, en fin de compte, son défaut à cet homme, alors encore une fois, je ne fais pas de la géopolitique américaine, je ne fais pas de géopolitique du tout, de politique, mais encore moins de l'américaine. Mais donc, je ne vais pas me prononcer sur le bien fondé de la présidence de Trump ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais si il y a bien une chose qu'on peut reprocher à Trump, c'est pas ses réussites. La seule chose peut-être qu'on doit reprocher la seule chose que l'on peut reprocher de manière certaine à ce président Donald Trump, c'est qu'il a dit les choses de manière ouverte, de manière dure, de manière sans prendre de gants, de manière grossière, peut-être même des fois. Il n'a absolument pas été
un tant soit peu hypocrite. Il n'a pas essayé d'arrondir les angles. Il est venu avec ses gros sabots, il a dit des choses de manière très sincère. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Encore une fois, ça ne me regarde pas. C'est pas moi qui en juge. Mais d'un autre côté, ici, on voit que ça a été la défaite, peut-être, d'une politique qui est très, comment dire, très humaine, très spontanée, très sincère. Et ça n'a pas plu. Ça n'a clairement pas plu. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de parler de ce sujet. Alors, avant d'étudier les textes, comme à notre habitude, on va juste vous mettre 12 secondes d'un film que vous connaissez sûrement très bien et qui va un petit peu illustrer en guise d'introduction notre propos ce soir. Le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Il n'y a pas le son, c'est pas très grave. L'idée, vous connaissez ce texte. Et ce texte, ce film, en fait, là, je vais pas réussir à trouver le son. Mais ce film, en fait, il nous dit, c'est le moment où nous sommes, où il y a une discussion entre un rebelle d'un pays étranger et un président et un patron d'entreprise pour savoir est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il faut mentir au peuple? Est-ce qu'il faut mentir au peuple? C'est une vraie question qui se pose, qui s'est toujours posée. Est-ce qu'on doit dire la vérité au peuple? Est-ce qu'on doit dire la vérité à nos enfants? Est-ce qu'on doit dire la vérité à nos conjoints? Est-ce qu'on doit dire ou est-ce qu'on doit essayer d'enrober pour cacher les pires horreurs? C'est ça ici la réflexion qu'on va essayer d'avoir ce soir, comme d'habitude, en étudiant nos textes. Alors voilà, nous avons ici plusieurs marottes. D'accord? Donc encore une fois, on reprend ce qu'on a essayé de l'introduction que l'on a faite. On s'est rendu compte qu'il y avait un enfant qui se plaignait auprès de son rave en lui disant « Mes parents me disent je t'aime, mes parents me disent que je suis intelligent, mes parents me disent qu'ils sont fiers de moi, exactement comme ils me disent passe-moi le sel. » Et donc du coup, l'enfant de dire « Eh ben, je préfère qu'ils arrêtent. J'en ai marre d'entendre des phrases qui ne sont pas vécues. J'en ai marre d'entendre de la pédagogie pour de la pédagogie. Je veux entendre de la sincérité de mes parents. » Et l'enfant de dire, et ce même, si cette sincérité n'est pas plaisante à être entendue, ça m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'entendre de la sincérité de mes parents. Voilà la volonté d'un enfant. Qu'est-ce que nos sages en disent? C'est la question. D'accord? On est dans un monde où, en fin de compte, le politiquement correct, c'est ce qu'il y a de plus fort aujourd'hui. On dit les choses à moitié. On ne décrit absolument pas les erreurs ou les problèmes de l'un ou de l'autre. On dit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On ne dit pas ce qu'on a envie de dire. On caresse les gens dans le sens du poil, etc. Est-ce que c'est une démarche que la Torah apprécie, ou est-ce que c'est une démarche que la Torah n'apprécie pas? Est-ce que c'est une démarche qu'on doit essayer d'adopter vis-à-vis de nos enfants, ou est-ce que non? C'est bien mieux d'être sincère, quitte même à vexer peut-être, ou quitte même à dire des choses qui n'ont pas envie d'être entendues, ou est-ce que non? C'est très bien si en fin de compte on fait une façade un peu pure et jolie, mais du moment qu'elle est pédagogiquement intelligente. Alors, on va ici, pour essayer d'y réfléchir, on va étudier des Gemaroth, des textes du Talmud qui traitent du mensonge. Et on va voir qu'il y a 3 possibilités dans le mensonge. De quelle manière est-il envisageable de mentir? Alors, à nouveau, on ne va pas forcément lire dans les mots, mais ceux qui veulent, ils peuvent le lire. Il y a donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui disait « Un homme a le droit de mentir alors c'est ce qu'il y a de plus connu, hein, pour qu'il y ait la paix. » Alors, il y a pour la paix entre différentes personnes. Hein. La première situation, c'est entre des frères. Et il ramène un texte. Le texte,
c'est celui des frères de Yosef, qui reviennent de l'enterrement de leur père Yaakov. Yaakov a été enterré à Hebron, dans la tombeau où il y avait déjà Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, il y avait déjà sa femme Léa, et maintenant il y a Yaakov, qui va être le dernier à être enterré là-bas. Et ils sont de retour vers l'Égypte. Et sur la route du retour vers l'Égypte, les fils de Yaakov ont très peur que Yosef décide de se venger de ce que leur avait fait, de ce qu'avaient fait les frères. Et donc ils viennent et ils inventent. Ils inventent quoi? Ils inventent une discussion qu'ils auraient eue avec leur père. Et ils disent à Yosef, Yosef, tu sais, ton père nous a demandé de te transmettre qu'il ne fallait pas que tu nous en veuilles et que tu pouvais faire de nous ce que tu veux. Maintenant, cette chose-là n'est jamais arrivée. C'est une pure invention de la part des fils de Yaakov. Ils ont inventé le fait que Yaakov aurait eu peur que Yosef, il en vienne à que Yosef se venge de ses frères après la mort de Yaakov. Ça n'est jamais arrivé. Il n'a jamais envisagé une chose pareille. Mais les frères de Yaakov ont peur. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils mentent. Ils vont mentir à Yosef. Et donc, nous dit Rabbi Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va nous dire Moutar, Lola Adam, Leshanot, Bidvar Shalom. Un homme a le droit de mentir, il a le droit de mentir. Lorsque son mensonge a pour but ultime de permettre la paix entre les frères, la paix entre une personne et un ami, et bien entendu la paix entre un homme et sa femme, comme on va le voir tout de suite, mais aussi la paix entre un père et un fils, bien entendu. Rabbi Nathan, lui, nous dit, ça n'est pas seulement autorisé de mentir, mais c'est même une mitzvah de mentir, c'est même un devoir de mentir pour pouvoir amener la paix. Et il ramène un passouk. Ce passouk nous parle de Shmuel. Shmuel était un prophète qui a reçu l'ordre donc de oindre quelqu'un d'autre que Shaoul. Le roi Shaoul était en place. Hachem a décidé que le roi Shaoul devait être destitué de son rôle de roi. Et donc, Shmuel reçoit l'ordre d'Hachem d'aller oindre un nouveau roi, un des fils d'Ishaï, ça va être le roi David. Et là, Shmuel lui dit, mais attends, Hachem, je ne peux pas aller oindre quelqu'un d'autre. Si j'y vais et que Shaoul, il entend que j'ai été oindre quelqu'un, je vais me faire tuer. Alors, Hachem lui-même lui donne l'ordre d'aller là où, à Bethléem, là où habite Yeshaï et David, son fils, et il lui dit, mais fais semblant que tu y vas pour y offrir un sacrifice. Emmène en même temps que ton sacrifice, emmène ton huile d'onction, et en cachette, tu iras chez Ishaï, et je te dirai comment faire, tu iras chez Ishaï pour oindre l'un de ses fils, je t'expliquerai qui. Et là, la Gemara, elle vient, il nous dit, donc tu vois bien que c'est Hachem lui-même qui, pour ne pas qu'il y ait une dispute entre Shaoul et Shmuel, va donner l'ordre à Shmuel de mentir pour qu'il y ait un peu de paix. Donc Rabbi Nathan nous dit, ce n'est pas juste un droit de mentir pour la paix, comme on a pu le découvrir chez Yosef et ses frères. C'est un devoir de mentir pour la paix, comme on le découvre chez Hachem lorsqu'il parle à Shmuel. Et finit la Gemara en nous mentionnant cette phrase des élèves de Rabbi Ishmael en disant, vous savez que pour la paix, c'est tellement important la paix entre un homme et une femme, que Hachem lui-même ne va pas juste donner l'ordre à un homme de mentir, comme ça a été le cas avec Shmuel, il va mentir lui-même, ou en tout cas il va cacher la vérité. C'est dans la paracha, non pas qu'on a lu Shabbat dernier, mais celle d'avant, c'est lorsque
euh, Sarah apprend qu'elle va avoir un enfant et elle va dire, attends, comment est-ce que je peux avoir un enfant, moi, qui suis vieille, et mon mari aussi, il est très vieux. Et donc, Hachem, lorsqu'il va s'énerver un petit peu contre Sarah auprès d'Abraham, il va lui dire, écoute, Abraham, ta femme, elle remet en cause mes capacités. Hachem ne va pas dire, elle t'a traité de vieux et elle a dit qu'elle était vieille. Elle qui aurait peut-être pu vexer Abraham, mais Hachem va dire, ta femme Abraham, ta femme Sarah, eh ben, elle a dit qu'elle était vieille, qu'elle était donc incapable de pouvoir avoir un enfant. Et Hachem va cacher la deuxième partie de sa phrase qui aurait pu semer la discorde entre Abraham et sa femme en disant, et toi aussi, elle a dit aussi que toi aussi tu étais vieux. Donc, on a ici trois visions, mais qui se rejoignent énormément. La paix entre deux personnes est tellement importante. Le mot shalom, c'est l'un des prénoms de Akadosh Baruch Hu, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. La paix est tellement importante, nous disent nos sages, qu'il est au moins, on a au moins le droit de mentir pour semer la paix. On a, selon certains, on a même le devoir de mentir, parce qu'on a vu que Hachem, eh ben, il a conseillé à Shmuel, il a même ordonné à Shmuel le fait de mentir. Et c'est pas seulement qu'on a peut-être le devoir, mais si on a envie un tant soit peu de ressembler à Hachem, eh ben Hachem lui-même a menti pour la paix. Donc on voit qu'en fin de compte, le mensonge pour la paix, c'est quelque chose qui serait primordial, qui serait incroyable. Et donc là, si notre cours s'arrêtait là, eh ben, on devrait imaginer que tout est permis pour la paix. Pour la paix entre un père et son fils, pour le bien-être d'un enfant lui-même à la maison, pour le bien-être, bien entendu, de son couple. Il serait peut-être complètement autorisé, la vérité n'a plus de sens, l'essentiel, c'est la manipulation, presque, on a envie de dire, c'est la pédagogie, c'est-à-dire, si pédagogiquement parlant, il faut dire ça, et ben dis-le, c'est tout, c'est pas grave. Et qu'importe si c'est un mensonge, on pourrait croire ça. Mais on va découvrir que ce n'est pas si évident que ça. On va le découvrir par d'autres textes. Mais ici, on voit quand même l'importance, en fin de compte, d'un bien-être familial, d'un bien-être social, qui serait donc pas forcément dans une sincérité, pas toutes les vérités sont bonnes à dire, mais qui serait plus dans une réflexion intellectuelle, pédagogique, qu'est-ce qui doit être dit, comment le dire, etc. On a un autre texte qui permet à un homme sage de mentir sur trois sujets. Et bizarrement, aucun des trois sujets n'est la paix. Alors les commentateurs ils vont s'interroger. Mais aucun des trois sujets n'est la paix. C'est quoi ces trois sujets? Alors la première chose, c'est qu'on demande à un maître d'être un tant soit peu humble, d'avoir un peu d'humilité. Et donc, si un homme vient demander à un rave, Rav, est-ce que vous avez déjà fini l'étude de tout le Talmud? Le Rav est en droit de mentir. Pour ne pas qu'il étale un petit peu son savoir, pour ne pas qu'il ressente de l'orgueil ou qu'il véhicule une forme d'orgueil, il a le droit de mentir et de dire non, 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 je n'en suis encore qu'à la moitié ou je n'ai pas encore tout étudié, même si c'est faux. Ce serait autorisé. Ça, c'est le premier sujet à propos duquel la Gemara nous dit qu'il sera autorisé de mentir. Deuxième sujet, c'est la vie conjugale d'un homme ne le concerne qu'à lui. Il n'a aucun compte à rendre à personne. Et donc, si par hasard, un ami mal intentionné ou qui manquerait beaucoup de finesse, en viendrait à vouloir s'intéresser sur la vie conjugale d'une personne, eh ben, la personne a largement le droit de mentir sans aucun souci. Il n'a pas le devoir de dévoiler sa vie conjugale, des rapports qu'il entretient avec sa femme. Ça n'a rien à voir, ça ne le regarde que lui et sa femme. Il y a un troisième sujet à propos duquel on a le droit de mentir. Et Mara nous dit, alors il fut un temps, c'était très approprié par rapport à la vie d'ailleurs d'avant. Avant, il y avait beaucoup de gens qui
qui voyageaient de ville en ville. Et donc, souvent, on se retrouvait à la choule avec des pauvres qui ne savaient pas où manger. Donc, les pauvres, ils venaient à la choule et ils attendaient qu'on les invite. Et donc, le lendemain, il y avait ce qu'on appelle un débriefing. Chaque pauvre ou chaque personne qui était de passage chez un autre, il y avait le débriefing. Alors, comment c'était chez toi? Et toi, comment c'était? Et moi, quand on m'invite chez une personne, nous dit la Gemara, si je suis intelligent, je vais mentir. Je ne vais pas dire de manière systématique, ah ouais, c'était incroyable chez eux, qu'est-ce qu'on a bien mangé, qu'est-ce qu'on a bien bu, qu'est-ce qu'on a bien été reçu. Il faut peut-être amoindrir un petit peu, dire, ouais, c'était très bien. Ouais, ça va, c'était très bien. Il ne faut pas trop étaler. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que si en fin de compte, je dévoile au monde combien est-ce que cette famille m'a si bien reçu, je prends le risque de faire en sorte que cette famille va être une adresse que tout le monde va convoiter. Et Chasvé Shalom, peut-être, commencer à le mettre à mal parce que ça va lui coûter beaucoup trop cher d'assumer, de réussir à vivre en invitant tellement de monde. Peut-être ça va le mettre en péril. Donc, nous dit la Gemara, voilà 3 sujets à propos desquels nous avons le droit de mentir. À propos de quel est mon niveau d'études, à propos du rapport que j'entretiens dans ma vie conjugale avec ma femme, et troisième chose, à propos des hôtes, de la qualité de la réception des hôtes. A priori, ces 3 sujets, ce sont les seuls sujets à propos desquels on a le droit de mentir. Parce que c'est des sujets qui, en fin de compte, soit on demande à un homme de la pudeur, soit on lui demande un peu d'humilité, soit on demande à un homme d'essayer de ne pas cracher dans la soupe dans laquelle il a bu. Et donc, si en fin de compte, il dit que c'était magnifique, il va envoyer tous les gens et toutes les personnes chez eux, et ça va les mettre à mal, ça va être très compliqué pour eux. Donc, du coup, on préfère limiter un petit peu, qu'ils continuent à inviter selon leur bon vouloir et non pas être forcés de devoir recevoir tout le monde. Et là, les commentateurs, ils se posent une question. Pourquoi est-ce que dans notre deuxième texte du Talmud, on ne mentionne pas le droit ou même le devoir, selon certains, de mentir pour la paix? A priori, on ne mentionne que, encore une fois, un cas de pudeur, un cas d'humilité et un cas de, attention, de ne pas mettre à mal les personnes qui m'invitent. Pourquoi est-ce que le sujet de la paix n'existe pas? Alors, il y a 2 réponses. Il y a d'abord les sages français, qu'on appelle les Baal et Tosfot. Tosfot, ce sont des commentateurs sur la Gemara, sur le Talmud, qui vont nous dire qu'en fait, l'idée d'avoir un peu d'humilité, l'idée d'avoir de la pudeur, l'idée de ne pas envoyer, de rendre des gens gentils, de les rendre la soupe populaire et de les mettre à mal du coup à cause de ça, c'est une idée qui en fin de compte apparaît dans le devoir de paix. C'est-à-dire que l'idée de paix, en fin de compte, c'est pas forcément quelque chose qui est je veux m'entretenir, je veux être bien. L'idée de paix, c'est toute relation sociale qui va être de qualité. À chaque fois que je vais me permettre d'avoir un peu d'humilité, je suis dans la paix, je suis dans le shalom. Je vais me permettre d'avoir un petit peu de pudeur, je suis dans le shalom. Je vais me permettre de faire en sorte que je ne mets pas en péril le bien-être financier de mes hôtes, je suis dans le shalom. Le terme shalom, c'est un très grand terme qui englobe énormément de choses. Et tout bienfait rentre à l'intérieur du shalom, à l'intérieur du shalom. Et donc, l'humilité, la pudeur sont des attributs du shalom. Et donc, tous ces 3 sujets, en fin de compte, ne sont que
des sous-titres, en fin de compte, du grand droit de mensonge qui, qui découle de la volonté d'être en paix. Ça, c'est la première réponse. Il y a une deuxième réponse qui est de dire qu'en fin de compte, non, dans ces trois sujets, la pudeur, encore une fois, l'humilité et la retenue vis-à-vis de mes autres, ce sont des sujets dans lesquels on a le droit de mentir. Mais pour la paix, c'est fort possible qu'on ait plus qu'un droit, on ait même un devoir. Alors, c'est comme ça qu'on va répondre. Maintenant, d'où ça sort que le mensonge, ça veut dire, si c'est écrit dans la Torah que le mensonge est interdit, de quel droit on aurait le droit pour la. Ça veut dire, on a l'impression que la fin justifie les moyens. Bon, écoute, il faut quand même que la vie, on va pas se disputer. Alors, bon, alors, il faut mentir. Alors, c'est un mensonge correct, c'est pas grave, c'est un mensonge qui était nécessaire. Où ça sort une chose pareille? Où est-ce qu'on a vu? Eh bien, peut-être que toutes les vérités sont bonnes à dire. Et que si quelqu'un se vexe à cause d'une vérité, c'est son problème. Il aurait préféré quoi? Une vitrine devant lui? Quelqu'un qui lui ment? Qu'est-ce qu'il préfère? Il ne préfère pas quelqu'un qui est honnête? Tout le monde préfère l'honnêteté, la sincérité. Ah, maintenant, des fois, elle blesse, d'accord? Mais du moment que j'ai vu de la sincérité, peut-être que je ne devrais pas me blesser. De quel droit, pour la paix ou pour ce genre de choses, eh ben, on doit arrondir les choses? On doit arrondir. Par exemple, la Gemara dans Sanhedrin, je viens de me rappeler de cette Gemara, mais la Gemara dans Sanhedrin, elle vient et nous dit, par exemple, il y a une question au tout début du traité de Sanhedrin pour savoir est-ce qu'un Dayan, est-ce qu'un juge rabbinique, il doit tenter de faire un compromis. Est-ce qu'il doit proposer un compromis à deux protagonistes qui viennent se disputer ou est-ce que non, il ne doit pas proposer de compromis? Il doit dire quelle est la halakha, qui a raison, qui a tort. Pour certains, ça n'a aucun sens de faire un compromis. S'il y en a un qui a raison et un qui a tort, eh ben on dit à celui qui a tort, tu as tort, et il rentre chez lui, et il répare ses erreurs. Mais tout compromis sera en fin de compte une manière d'abandonner un petit peu la vérité. Or, on est des adorateurs de la vérité a priori. Mais ici, on voit que la Gemara, elle a l'air de dire non, tu sais, pour la paix, eh ben, c'est plus important. C'est pas grave si on ment. De quel droit on va mentir? Pour faire plaisir à mon enfant, c'est pas grave si je mens. C'est pas grave si j'enjolive la vérité, si je dis des choses que je pense pas, mais je les dis que parce qu'il a besoin de les entendre, ou parce que mon psy m'a demandé de lui dire, parce qu'il a besoin, ou son psy m'a demandé de lui dire, parce qu'il avait besoin de les entendre. Pourquoi est-ce que je vais arrondir les angles? La vérité n'est pas quelque chose qui est de plus beau. Alors, les Chachamim nous font remarquer que le pasouk qui parle du mensonge, le plus frappant du mensonge, c'est Midevar Sheker Tirchak. De toute chose qui est le mensonge, tu devras t'éloigner. Donc là, on fera remarquer que le mensonge est vraiment abhorré et vraiment détesté par la Torah. Parce qu'on ne nous dit pas que tu n'as pas le droit de mentir. C'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit que tu dois t'éloigner de tout mensonge. On nous demande réellement d'être très éloigné de tout ça. Venaki vetzadik al taharog kilo atzdik racha. Et le passage qui continue en nous disant, et l'homme qui est pur, l'homme qui a raison, al taharog, fais attention de ne pas lui faire du mal, kilo atzdik racha, parce que je ne pourrais pas remettre en cause la place du, je ne pourrais pas remettre en cause la place du, je ne pourrais jamais donner raison au rachat. Et là, les Chachamim de nous faire remarquer. C'est quoi ce pastouk là? Il nous parle du devoir de nous éloigner du mensonge, et après il nous dit, tu sais, fais très attention de toujours donner raison juste, parce que je ne pourrais pas, Hachem, c'est Hachem qui parle, parce que je ne pourrais pas être du côté de l'impie. Quel est le rapport entre les deux sujets? Et là, la Chachamim de me dire, ce qui est détestable dans le mensonge, c'est lorsque c'est un mensonge qui cherche à manipuler et qui cherche à soutirer de l'argent des autres.
Mais lorsqu'il s'agit d'un mensonge qui ne cherche pas à manipuler ou à soutirer de l'argent des autres, mais qu'il a pour but uniquement le bien-être social, etc., à ce moment-là, eh ben, on ne sera pas l'interdit de mentir n'est peut-être pas d'actualité, peut-être, ou en tout cas pas un interdit gravissime. Et voilà comment est-ce que les sages ils vont relire ce passage qui nous disent, regarde, la preuve, c'est que le problème du mensonge, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui veut tirer les ficelles pour gagner, pour essayer d'avoir quelque chose qui l'intéresse. Mais si par hasard, pardon, mais si par hasard, on est juste dans un mensonge qui ne cherche pas à mettre à mal quelqu'un qui ne méritait pas, tout le monde reste à sa place, mais on se retrouve un petit peu, et pas à ce moment-là, ça n'est pas si grave. Et donc là, on commence à avoir des éléments de réponse. Bien entendu, quand je mens à mon fils ou quand je ne suis pas suffisamment sincère, parce que je n'y arrive pas encore, mais j'y travaille, et que je vais lui dire des choses que, a priori, je n'avais pas forcément envie de dire tout de suite, mais je me force à lui dire, parce que je pense que c'est ce qu'il doit entendre maintenant. Mais je me force à lui dire, pardon, mais je me force à lui dire parce que son directeur d'école m'a demandé de le booster dans ce sens, ou pour je ne sais quelle raison, parce que à la maison, c'est comme ça que ça doit fonctionner maintenant. Même si on pourrait croire que peut-être la sincérité est mieux, et bien peut-être que la pédagogie. Et certains, on va voir qu'il va y avoir un autre pendant, je ne m'arrêterai pas là. Et on va voir qu'il y a sur ce texte, comme vous le voyez, j'ai ici rapporté les différents sujets à propos desquels eh ben, on voit qu'il y a eu des ancêtres, nos ancêtres, qui auraient, sans aucun scrupule, déguisé la vérité. Alors regardez, le premier de l'histoire, c'est Abraham. Le premier, il y en a avant même. Hein. Mais le premier, on va dire des personnes à qui on ne va pas reprocher quoi que ce soit. Le premier de l'histoire, c'est Abraham. Abraham, il va décider de déguiser la vérité. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que lorsqu'il va arriver en Égypte, cette femme n'est pas ma femme, c'est ma sœur. On va voir que Yitzhak, il va prendre exactement le même chemin et il va dire la même chose lorsqu'il va arriver à Guérard. Il va dire cette femme n'est pas ma sœur, cette femme n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Abraham et Yitzhak, les deux vont dire la femme qui est en fin de compte ma femme n'est pas ma femme, mais elle est ma sœur. Aucun problème pour eux de mentir. C'est vrai qu'ils étaient en danger peut-être, mais bon, est-ce qu'on a le droit, peut-être qu'il faut assumer toutes les vérités. On va voir dans la paracha qu'on est censé lire ce Shabbat, on va voir qu'il va y avoir un mensonge gravissime à ce moment. On va voir un homme qui s'appelle Yaakov. Yaakov, il va recevoir l'ordre de sa mère de mentir, de voler même la bénédiction que Yitzhak voulait donner à son fils Esav. Et là, sans aucun scrupule à nouveau, Yaakov va mentir. Donc on a, sur les trois patriarches, on a Abraham et sa femme, parce que, en fin de compte, sa femme, elle a aussi menti en disant que c'était bien son frère. Yitzhak et sa femme, qui va aussi mentir. On va avoir Yaakov, qui va mentir vis-à-vis de son père Yitzhak. On va avoir la femme de Yaakov, Léa, qui elle aussi va mentir. Lorsqu'elle va être, lors de sa nuit de noces, avec Yaakov pendant toute la nuit, elle va faire croire qu'elle s'appelle Rachel, et elle va mentir sans aucun scrupule. Donc on a ici nos trois couples de patriarches qui ont décidé, sans aucun souci, de déguiser la vérité, de mentir. Et on a, comme on l'a expliqué au début, les fils de Yaakov qui, au retour de l'enterrement de leur père, ont décidé de mentir. Alors, ici, on va découvrir que, d'une certaine manière, eh ben, on ne peut pas en arriver à une conclusion très claire, malheureusement. Je m'explique. C'est-à-dire que, comme on a expliqué, c'est vrai que si je ne cherche pas à truander ou à sortir de l'argent d'une personne
pour le plaisir de les sortir, eh ben, ce ne serait pas si grave si je mens. Et j'en veux pour preuve, eh ben, ces 4 exemples d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les frères de Yosef. On a vu Shmuel avec Shaoul, on a vu, et c'est Hachem lui-même, on a vu Hachem lui-même. Donc on voit que c'est pas si grave de mentir. Et donc du coup, j'inviterai du coup eh ben, un parent à mentir s'il faut pour faire plaisir à son enfant, pour un souci pédagogique. Mais d'un autre côté, nous disent nos Chachamim, qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans l'éducation d'un enfant? Ce qu'il y a de plus fort dans l'éducation d'un enfant, ce n'est pas le discours ou les paroles que je vais sortir de ma bouche, mais comme la première histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, où en fin de compte, il y avait un enfant qui entendait son père lui demander, lui dire qu'il était intelligent, mais tout ce qu'il entendait, c'était la même intonation de passe-moi le sel. Il y a une expérience qui a été faite auprès d'enfants de 3 ans où un père venait, ou une mère venait le voir et avec une tête comme ça très dure et très méchante, lui disait des mots doux et très gentils. Et elle lui disait, je t'aime très fort, avec une tête très, très dure. Et l'enfant, immédiatement, se mettait à pleurer. Et pourquoi il pleure? Il y a 3 ans, il est censé entendre la parole. Et inversement, lorsqu'on prenait une tête très douce, très gentille, et qu'on disait des horreurs, des choses un peu plus méchantes, eh ben, l'enfant souriait. Même s'il entendit une phrase assez dure, comme je vais te frapper, ou quelque chose comme ça, l'enfant souriait. Ouais. L'enfant souriait. Et on s'est rendu compte, nous disent, qu'il y a ce qu'on appelle la parole du corps. Il y a ce que mon corps transmet comme phrase. Il y a les mots, mais il y a la fatagouf, la langue du corps. La langue du corps. La langue du corps, nous disent les chercheurs, nous disent les familles, elle est 10 fois plus importante que la langue de la bouche. Un enfant est réceptif beaucoup plus, et une femme aussi. Un enfant et une femme, dans toute discussion, on est beaucoup plus réceptif à ce que le corps transmet comme information, beaucoup plus que ce que la phrase dit. Lorsque je souris à une personne de manière sincère et qu'il voit un sourire, je peux faire passer beaucoup plus de choses parce qu'en fin de compte, je l'ai mis dans une ambiance qui était positive. Je ne suis pas en train de proposer une manière de manipuler, c'est pas ça que je dis. Mais je fais remarquer en fin de compte que le corps et la transmission de l'état d'esprit est beaucoup plus fort et marquant auprès d'un enfant, auprès d'une femme, auprès de toute personne. Et donc, Rachamim nous dire, faites donc très attention. Lorsque vous allez faire de la pédagogie pour de la pédagogie, et bien à ce moment-là, si votre corps transmet le contraire, il y a de fortes chances pour que, en fin de compte, la pédagogie elle ait été cassée. Vous n'ayez rien transmis. Qu'on a proposé peut-être que, étant donné que je ne suis pas en train de manipuler de l'argent, ou je ne suis pas en train de lui voler, ou je ne sais quoi, donc du coup, je serais peut-être autorisé. Réponse, non, surtout pas. Ça ne peut pas être autorisé. Pourquoi ça ne peut pas être autorisé? Pour la simple et bonne raison que, en fin de compte, tu n'arriveras pas à transmettre réellement le message que tu as envie de transmettre. Pardon. Pardon. Parce que ton corps va transmettre quelque chose de différent. Or, c'est ton corps qui est plus fort que ta parole. Donc, du coup, ne fais surtout pas. Les Rachamim de nous dire que c'est ça qu'il va falloir faire. C'est que peut-être qu'il va falloir faire passer la sincérité en premier, non pas parce que le mensonge est mauvais, mais parce qu'en fin de compte, si tu n'es pas capable de réellement transmettre un message positif, alors du coup, ta bouche, elle n'arrivera pas à le faire passer pour ça. Et là, c'est là que je vais juste
je vais juste vous partager un dernier texte qui a été écrit, là on va lire dans les mots, qui a été écrit par un professeur, le professeur Nathan Aviazer, un professeur en Israël, qui va nous faire remarquer qu'en fin de compte, comme beaucoup de sujets, tout est relatif. Alors c'est écrit en bas, Akol taloui be'eksher be'akshlachot. Le mensonge et la vérité, tout va être en rapport avec le sujet et avec les répercussions. Amirat Emet, on se rend compte que la parole de vérité, Alula liot avera chamura, peut être considérée comme étant une avera très grave, un interdit très grave, comme par exemple la shonara, la médisance, ve'amirat sheker, pourtant, parfois, de dire un mensonge, Asualiot mitzvah gdola, peut être considéré comme étant une grande mitzvah, comme Shifra et quoi. Comme ces deux sages-femmes qui ont menti auprès de Paro pour leur dire qu'en fin de compte, à chaque fois qu'elles arrivaient pour faire accoucher les femmes juives, et ben les femmes juives, elles avaient déjà accouché sans elles. À Torah matila chayut kveda la Adam. Et là, ici, on découvre combien est-ce que cette responsabilité très lourde qui repose sur l'homme. Vedoreshet mimenu, elle lui demande, l'ishkol kol mikre les gouffos, d'essayer de peser chaque sujet de manière indépendante. Alpi mutamusar hagvoot chez la Torah, avec les œillères, avec les yeux, avec la vision de la pensée fine que la Torah lui propose. En pitronot kavim vedorgorfim, il n'existe pas de solution facile dans tout ce qui touche à la sincérité ou à la pédagogie. Alors voilà, ici on a développé, alors on a été un petit peu dans tous les sens, on a proposé deux visions, deux points de vue qui en fin de compte sont les mêmes vérités, deux vérités d'une même idée. Mais c'était pour montrer combien est-ce que, en fin de compte, eh ben, la sincérité ou la vérité, pas toutes les vérités ne sont bonnes à dire, pour montrer aussi combien est-ce qu'il est important de vérifier combien est-ce que le mensonge va être perçu, il va être accueilli par la personne qui le reçoit. Ne pas penser qu'un enfant ou qu'une conjointe, eh ben, l'essentiel qu'elle a envie, c'est d'entendre une chose et de ne pas réfléchir plus loin que le bout de son nez, sans prendre sans analyser un petit peu le mensonge qu'on vient de lui proposer. Elle va analyser, elle va le comparer, cette personne va le comparer, l'enfant va le comparer avec la manière de parler d'hier, la manière de parler de demain, la manière de parler avec une autre personne, etc. Donc, la pédagogie, et c'est ça qu'on donne très souvent, c'est l'introduction qu'un certain Rav Yaakovson, qui est un maître dans l'éducation en Israël, il fait toujours, dans tous les cours d'éducation, pour le couple et l'éducation pour les enfants, en fin de compte, on demande à chaque personne de ne pas, alors aujourd'hui on va dire éteindre son zoom, mais de ne pas sortir du cours avec des conseils qu'on va essayer d'appliquer de manière très sèche et très directe, parce que à ce moment-là, on va faire la même erreur que ce père, qui au lieu d'intégrer le discours comme quoi il faut être montré à son fils qu'on est fier de lui, il va lui dire je suis fier de toi, comme il dit donne-moi le seul. Et l'enfant va le percevoir et il va en être dégoûté, alors qu'en fin de compte, c'est ça qu'il a envie d'entendre. C'est la seule chose qu'il a envie d'entendre. Mais quand il l'entend de cette manière, pour lui, c'est détestable. Donc on va découvrir qu'en fin de compte, il n'y a pas de phrase magique, pédagogiquement parlant, avec une phrase à dire et à entendre, et du coup, on a réglé tous les problèmes. Il y a beaucoup plus de sincérité à transmettre, un maximum qu'on peut. Bien entendu, parfois, le temps que cette sincérité s'installe, eh ben, on a le droit d'arrondir la vérité et d'abonder dans ce sens-là, mais faire attention, de toujours essayer de transmettre un maximum de manière la plus sincère, qu'on est réellement intéressé et bien intentionné lorsqu'on va faire quelque chose, lorsqu'on va dire quelque chose à son fils, à ses enfants ou à sa femme, parce qu'en fin de compte, c'est, comme on l'a expliqué, c'est le langage du corps qui va être le plus déterminant. Voilà, mesdames, messieurs, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Si quelqu'un a des questions, avec plaisir, vous pouvez allumer vos micros et prendre la parole. Non, pas de questions. Très bien. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à lundi prochain.
prochain, Bezrat Hashem. Bonne soirée.